Bonsoir à vous, c'est Gun Mutokwa, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette partie, nous allons apprendre ensemble de manière pas à pas le langage de programmation C. Nous n'allons pas finir le langage ou apprendre tout ce qu'il faut savoir, non? On apprendra des notions qui sont essentielles et importantes pour pouvoir débuter avec le langage. Et par la suite, nous ferons un TP vers la fin pour mettre en jeu tout ce que nous aurons à apprendre durant ce tutoriel. Nous irons d'abord sur Internet pour voir ce qui est dit à propos du langage C. On peut vous lire ici. C est un langage de programmation impératif généraliste de bas niveau, inventé au début des années 1970 pour réécrire Unix qui est un système d'exploitation. C est devenu un des langages les plus utilisés encore de nos jours. De nombreux langages plus modernes comme C++, C#, Java, PHP ou JavaScript ont repris une syntaxe similaire au C et reprennent une partie, sa logique, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, la logique du langage C. Donc on peut comprendre dans tout ça que le langage C est un langage qui est généraliste et fait partie des langages les plus utilisés de nos jours. Je vous mettrai un lien dans la description qui nous permettra ensemble d'évoluer avec cet éditeur de texte, cet environnement de développement intégré. Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce tutoriel? Nous verrons premièrement le fonctionnement du programme en langage C, la structure du code, c'est-à-dire les squelettes d'un programme en langage C, l'affichage du texte, les commentaires, les variables, comment déclarer les variables, la récupération des valeurs saisies au clavier. On verra aussi des conditions, des boucles et par la suite on fera un TP. Je vous invite à aller dans la description et de télécharger cet éditeur de texte que je mettrai en lien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Une fois installé Dev C++, vous allez constater toutes ces options. Là vous aurez fichier, édition, recherche, tout ça. Et tout ça fait partie de notre environnement de développement intégré. Pour pouvoir commencer à coder, on fait CTRL-N ou soit on peut juste cliquer là et cliquer sur fichier source CTRL-N. Nous n'allons pas commencer directement à coder, on doit parler d'abord du fonctionnement du programme. C'est ici qu'on saisit notre code. On peut saisir tout ce qu'on veut par ici. Je peux écrire juste ce code là. C'est ici qu'on va saisir notre code. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous écrivons du code et nous l'enregistrons, la machine ne sait pas qu'est-ce qui est écrit dans ce code. La machine normalement ne peut pas comprendre ce que nous avons saisi. Mais une fois nous allons cliquer ici, c'est là où il faut qu'on compile. Lorsque nous allons cliquer sur compiler, qu'est-ce qui va se passer? Le compilateur va essayer de traduire ce que nous avons écrit, l'interpréter à l'ordinateur afin que l'ordinateur puisse exécuter ce qu'on lui a donné comme instruction. Sans plus tarder, nous allons voir comment est structuré le code en langage C. Tout d'abord, on met un dièse, on écrit include, on ouvre ces crochets. On écrit à l'intérieur stdio.h. Pour l'instant, essayez juste de reproduire ce que je fais. On expliquera au fur et à mesure de manière pas à pas. Ce que vous voyez devant vous, c'est la structure du code. Comment organiser le code à ce que le code fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si l'on ne met pas ça, si on ne met pas tout ça, notre code ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui permet de fonctionner? Qu'est-ce qui fait en sorte que si on ne met pas ça, le code ne va pas fonctionner? Eh bien, on doit comprendre que le langage ici est un langage qui fonctionne avec des bibliothèques. Sur la ligne 1, on peut remarquer ce dièse include, on a ouvert les crochets. C'est une manière de faire appel à une bibliothèque qui s'appelle stdio.h. Le fait de mettre dièse include et d'ouvrir les crochets, c'est une manière de faire appel à la bibliothèque. Ici, c'est ici maintenant qu'on mettra le nom de la bibliothèque. Maintenant, le nom de la bibliothèque utilisée en langage C, c'est le stdio, qui est très utile, très important
pour le fonctionnement du langage ici. Et sur la ligne 3, on peut constater qu'on a le main qui est suivi des deux parenthèses, suivi des crochets. C'est comme ça qu'il se présente. Donc c'est ici où se charge, c'est ici qu'on mettra tout le code qu'on voudrait voir exécuter par la suite. Donc c'est ça la fonction principale. Si on met du code ici et qu'on compile, ce code là ne va pas être exécuté, ne va pas s'exécuter. C'est ici à l'intérieur de main que tous les programmes fonctionnent. Donc nous allons essayer de faire l'affichage du texte. Pour cela, nous allons écrire ceci, suivi de point virgule. On va écrire ensemble avec vous Hello World. Hello World. Point d'exclamation. Et pour l'instant, vous allez suivre avec moi ce que je fais. On peut constater, j'écris printf. Hello World, vous essayez juste de reproduire ça. Je vais compiler. Si je clique là pour compiler, qu'est-ce qui va se passer? Il va me demander d'enregistrer ce programme afin de le compiler d'abord. Donc, soit vous appuyez sur CTRL S d'abord et vous l'enregistrez, après vous le compilez par la suite, par ici. Ou soit, vous cliquez directement ici, il va compiler, il va l'enregistrer, il va nous emmener là, il faut enregistrer et le compiler. Donc, cela revient au même. Je vais cliquer sur CTRL S pour enregistrer notre programme. CTRL S. Et on se retrouve ici dans le document. Moi, je vais l'enregistrer au bureau. Donc, je vais créer un dossier qui va contenir tous les programmes que nous aurons à créer dans notre tutoriel. Soit je clique ici pour créer le nouveau dossier, soit je fais CTRL SHIFT N. Et il y aura un nouveau dossier qui va générer et attendre le nom qu'on va lui donner. On va le nommer proc-c, comme ceci, C. Entrée. Là, nous sommes à l'intérieur du dossier proc-c. On va donner un nom à notre programme que l'on vient de saisir par là. Je vais l'appeler code. Et ce qui est très important, on mettra .c, qui est l'extension de tout programme en langage C. J'enregistre. Là, j'ai enregistré, on peut constater ça ici, code.c. Donc ça fait partie de code.c. Il s'agit là d'un fichier, on peut le voir au bureau ici, notre dossier a été créé. Quand je rentre, on peut remarquer code, notre code ici, qui porte l'extension .c. On peut lire ici, type C, source. Donc, on repart dans notre programme. Donc là, on a notre programme auquel on a écrit printf hello world. Je vais compiler. Là, il faut cliquer là pour compiler. On peut lire hello world. Donc, bravo. Si cela a marché de votre côté, bravo à vous. Vous venez de entrer dans le vif du sujet. Vous venez de rentrer dans le monde du langage ici. Donc, on peut constater que lorsqu'on a compilé notre programme, il a eu directement à clôturer et il nous a donné le temps qu'a fait notre programme. Maintenant, nous, on ne veut pas ça. On veut que notre programme puisse attendre notre accord avant de clôturer. Pour cela, nous allons utiliser la commande get. Comme ceci. On ouvre les parenthèses. Ici, on met point virgule. Et quand on va compiler, vous verrez qu'il va attendre jusqu'à ce que j'appuie sur entrée. Je le fais. Et vous voyez, il vient de clôturer. Il nous dit que notre programme s'est terminé après 5,2 secondes. Je le ferme. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que la programmation fonctionne avec des instructions qu'on lui demande. Donc, c'est à vous de maîtriser des outils nécessaires, de maîtriser ce qui est nécessaire pour pouvoir programmer. Donc, revenons à nos moutons. On parlait des bibliothèques. Donc, à l'intérieur de ce studio, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire ce printf là. C'est comme une bibliothèque dans la vie courante.
on retrouve dans une bibliothèque des livres pour s'enrichir, des magazines pour se distraire, ce genre de choses. Et c'est exactement un peu le même principe. À l'intérieur de studio.h, il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ces commandes, pour pouvoir au moins afficher du texte. Il y a une autre bibliothèque qui s'appelle Conio, comme ceci. Include conio.h. Normalement, dans include.conio, c'est la bibliothèque qui contient le getch, encore appelé getchar, comme ceci. Le getch qui nous permet de stopper notre programme, d'attendre que nous puissions appuyer sur entrée avant de clôturer le programme. Si par exemple j'enlevais ce studio et je laissais justement le conio, on sait dans conio il n'y a pas les printf. On va essayer de compiler. Comme par magie, notre programme a toujours fonctionné. Sauf que ça signifie que quoi? Ça signifie que dans notre conio aussi, il y a ce printf. Maintenant, si on essaie de faire appel à aucune bibliothèque, on compile. Bizarrement, notre programme continue de fonctionner. Oh my goodness. Donc, on va le retester en avançant pour découvrir un peu, pour découvrir beaucoup de choses. Donc, après avoir écrit cela, écrit du texte, après avoir affiché Hello World, nous allons apprendre un peu plus sur ce printf. Qu'est-ce qu'on remarque avec printf? On remarque qu'on a mis des griffes ici, mais lorsqu'on a compilé, il n'y a pas eu des griffes. Ça veut dire que cette instruction-là affiche uniquement ce qui se trouve entre griffes. Maintenant, imaginons une phrase où il faut mettre des doubles griffes dedans. Par exemple, world, on veut ajouter des doubles griffes de part et d'autre. Donc, comme ceci, et que l'on compile, on remarquera que notre éditeur de texte va considérer cela comme une erreur. Pourquoi? On peut voir que là il est en jaune, ici il n'est pas, ici il est en jaune, mais là il n'est pas en jaune, il est en blanc. Ça signifie tout simplement que notre instruction printf qui permet d'afficher du texte ne reconnaît pas ceci en blanc. Il se pose des questions. Donc, mais reconnaît ce hello, ceci, mais il ne peut pas fonctionner parce qu'il doit reconnaître pourquoi ceci, quel est son rôle exactement. Donc, pour ajouter des griffes à l'intérieur de notre printf qui fonctionne avec des griffes, on met tout justement avant world, on met anti-slash en mettant sur alt grand 8 et en ajoutant aussi par-ci alt grand 8 des anti-slash. Quand je compile, qu'est-ce qu'on remarque? World a des doubles griffes de part et d'autre. Notre programme a fonctionné. Maintenant, on remarque que tout est sur une seule ligne. Je peux multiplier ce hello world. Je mets comme ça, CTRL V. Je mets encore comme ça, CTRL V. Je compile. On peut remarquer que tout cela est sur une seule ligne. On voudrait par exemple que chaque hello world soit sur une autre ligne, Pour faire ça, c'est simple. On vient juste ici, on fait anti-slash n, comme ceci, et puis on met n, et on vient encore là, pas ici, on va mettre ça un peu ici, voilà, à côté, vers hello, anti-slash n, on vient ici à hello, anti-slash n. Quand nous allons compiler, vous verrez que tout sera sur des lignes distinctes. Donc c'est un peu ça comment on fait l'affichage du texte. Maintenant, parlons maintenant des commentaires. Les commentaires, c'est pour commenter votre code. Imaginons que vous écrivez, vous avez un grand projet, vous écrivez un grand projet, vous avez beaucoup de choses à utiliser
beaucoup de choses. Maintenant, on utilise les boucles et les commentaires pour pouvoir commenter notre code et cela n'apparaîtra pas lors de l'exécution de notre programme. Par exemple, voilà, voici comment se présentent les commentaires. On met 2 slash comme ceci et je peux mettre ici commentaire comme ceci. Ceci n'apparaîtra pas. Commentaire, excusez-moi. Ceci n'apparaîtra pas dans le programme. Même si je compile, on ne verra pas commentaire écrit par ici. Et il y a deux types de manières d'écrire des commentaires. Soit vous écrivez des commentaires à une seule ligne en utilisant les 2 slash, soit vous écrivez des commentaires à paragraphe comme ceci et vous mettez ceci au milieu des étoiles. C'est là où vous allez écrire vos commentaires, tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer de ligne. Cela n'apparaîtra pas lorsque vous allez exécuter votre programme. Donc, à présent, on a découvert c'est quoi les include, tout ça. On a appris que ce sont des bibliothèques utiles pour pouvoir programmer en langage C. On a appris la fonction main. On a vu comment le code, le programme en langage C fonctionne. On a vu comment afficher du texte. On a fait notre premier Hello World. On a su comment manipuler du texte à l'intérieur de l'instruction printf. Maintenant là, ce que nous allons faire, nous allons apprendre les variables. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Je mettrai aussi le lien dans la description pour voir ce qui est dit à propos des types, pour voir les types de variables qui existent en langage C. On peut voir ici ce truc là, bool, char, short int, long int, float, double, long double. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, ce sont les types de variables utilisées en langage C. Voilà comment on peut lire ici, comment on fait la déclaration des variables. Premièrement, on écrit notre variable ici et on donne le nom à notre variable. C'est comme ça qu'on fait appel. On peut lire ici, une variable correspondra à une portion de mémoire appelée objet à laquelle nous donnerons un nom. Ce nom permettra d'identifier notre variable, tout comme une référence permet d'identifier une portion de mémoire parmi toutes les autres. Nous allons ainsi pouvoir nommer les données que nous manipulons, chacun de ces noms étant remplacé lors de la compilation pour une référence, le plus souvent une adresse. Comment on fait la déclaration des variables? On donne le type de variable qu'on souhaite déclarer et un identificateur, c'est-à-dire le nom que l'on donne de la variable en question. Donc, nous devons savoir que chacun des variables sont uniques. Je vais faire un petit dessin, je ne sais pas s'il y en a toujours. Voilà. On peut voir par exemple cette taille-là. Donc, chacun des variables a une taille prédéfinie pour contenir des valeurs. On ne peut pas mettre quelque chose qui est vraiment vaste pour celui-là. Par exemple, il ne contient que 3 cases. Et c'est ainsi que c'est ainsi que se différencient les variables, c'est par rapport aux tailles. Les variables nous permettent tout simplement de stocker des données, de stocker des valeurs. On peut voir ici, dans cet article, les types, où commencent ces types. Le minimum, on peut voir 0, le maximum 1. Ça, c'est le type boolean, qui n'admet que 2 valeurs possibles, le true et le false, qui signifie vrai et faux. Le vrai, est considéré comme un 1. Le faux, c'est considéré comme un 0. On peut voir les variables signées, les chars, donc le moins 127 jusqu'à 127. On peut voir les non signés, un char qui commence à partir de 0. Les non signés, c'est comme un peu l'ensemble n avec étoile, si je ne me trompe pas. Je crois bien n plus comme ça. Donc, il commence à partir de 0 jusqu'à un nombre donné.
Ici, on a les shorts qui commencent à partir de moins 32 767 jusqu'à 32 767. On peut les remarquer, on peut voir. Donc tout ça, on nous présente la quantité que peut contenir chacun des variables. Que peut contenir, on peut voir, on a un float, on a un double pour les nombres à virgule. Ça c'est pour les nombres à virgule, le float et le double. Et on a les langues doubles, ce genre de choses. Donc nous allons imaginer un truc. Premièrement, nous allons créer, nous allons penser à un sujet. Imaginons qu'on vous demandait par exemple de stocker l'année d'une personne. On vous demande de stocker l'année d'une personne quelconque. On va pas. Est-ce qu'on aura à utiliser un char signé ou bien un char non signé? On n'utilisera pas ceci. On pourrait prendre les shorts ou bien les int, comme on peut les voir ici. Donc, c'est en quelque sorte ça ce que j'essayais de vous faire comprendre. Les variables servent à stocker des trucs, à stocker des données. Chaque donnée sont différentes et chaque donnée ont leur capacité de contenir des données. Donc, si par exemple on demandait de stocker l'année d'une personne, on utilisera des int par exemple ou des shorts. Donc, comment on fait pour déclarer une variable? On va déclarer une variable de type int. Donc, on met d'abord le type et puis on va donner l'identificateur, le nom de cette variable, le nom qu'on donne à cette variable. On va l'appeler par exemple an pour an et point virgule. Là, on vient de déclarer une variable. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? Il stocke, il crée une mémoire, il crée une case mémoire pour notre variable qu'on vient de déclarer dans notre programme. Maintenant, si l'on veut remplir une valeur dans notre variable, par exemple, on peut mettre un printf ici. On veut comment on appelle, ajouter une valeur ou bien des données à notre variable an de type int. Eh bien, on mettra juste égal et on donne le nombre qu'on veut, par exemple 1770. Et là, on vient d'ajouter cette valeur-là à l'intérieur de notre variable an de type int. Imaginons qu'on veut afficher maintenant le contenu de cette variable-là. Vous l'aurez deviné, on utilisera les printf. On utilisera printf comme ceci. Et qu'est-ce qu'on mettra par exemple ici? On peut par exemple mettre an est égal à quoi? On mettra pourcentage d suivi de virgule et puis on mettra an ici. À la fin, on peut mettre point virgule. Je vais compiler. On peut remarquer an est égal à 1770. Si je dois expliquer, donc on peut remarquer pourcentage d ici et puis ici j'ai mis an. Donc c'est comme ça en fait qu'on fait pour afficher les valeurs de type entier. Si par exemple je vais afficher ce an, si je vais afficher quelque chose, il faudrait que je puisse préciser à l'intérieur des griffes que ici va se positionner le contenu d'une variable de type donné. Là il s'agit de int, donc pourcentage d. Et ici par la suite on mettra virgule an pour pouvoir afficher le contenu. Imaginons maintenant que l'on veut stocker un caractère. On veut stocker un caractère. Pour cela, on mettra le type caractère. On va donner le nom à notre variable, le type caractère. Par exemple, lettre, comme ceci. Et suivi de égal. Et on mettra ici, attention,
des apostrophes, deux apostrophes. Au milieu des apostrophes, on le remplira par une valeur donnée. Je peux mettre par exemple un M. Si je souhaite afficher le contenu de ce caractère, c'est-à-dire le M, pour faire cela, il suffit tout justement de venir ici. Je mets pourcentage ici, pourcentage C, et je dois mettre ici virgule, le nom de notre variable. Je mets ici CTRL V. Quand je compile, on peut remarquer ici, notre M est bel et bien là. Si on veut le mettre en bas, avant pourcentage ici, je peux mettre anti/n, même 2 fois si on veut. Quand je vais compiler, on peut remarquer notre M bel et bien en bas. Donc on peut comprendre que les chars, ils ne stockent qu'un seul caractère. Je peux mettre ici plusieurs trucs, même ici encore plusieurs trucs, ou bien ici à la fin je mets un Z. Ce qu'il va nous afficher, il nous affichera seulement le Z. On peut tester ça. Quand je compile, on remarque quoi? Z. Donc il ne stocke qu'un truc, un seul type, un seul élément, qui est la dernière, pour pouvoir l'afficher par la suite. Donc si par exemple on veut stocker des nombres vraiment grands, imaginons que par exemple ce 700 là, j'ai ajouté encore d'autres valeurs comme ceci, 6 comme cela, et que j'essaie de compiler. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il nous affiche autrement, autre chose. Regardez, là il y a un 17, 70, 5, 5, 5, 5, 5, mais là qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est autre chose. Il veut nous dire qu'il ne peut pas arriver là. Voilà, je peux arriver peut-être là. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on veut faire contenir dans une variable. Donc là, pour stocker ceci, on aura besoin d'utiliser des longues. Bon, on va tester avec les longues comme ceci. Et c'est toujours pourcentage D. Quand je vais essayer de compiler, qu'est-ce qu'on va remarquer encore? En remarquant que lui aussi, il va nous afficher du charabia. On peut remarquer ça ici. Il nous affiche carrément autre chose de ce qu'on lui a stocké. Pourquoi cela? Parce que cette valeur est vraiment grand pour lui. Et pour pouvoir stocker ce type de long caractère, qu'est-ce qu'on fait? On met long. Comme ceci. On a là long, AN. Ici, on doit mettre un L ici pour préciser à l'ordinateur qu'il s'agit d'un type, d'une valeur qui est vraiment longue. Et puis ici, on mettra plus pourcentage D, on mettra pourcentage LLD. Et là, quand on va compiler, vous pouvez remarquer que il nous a rempli exactement notre valeur en s'arrêtant à 7. Il ne nous a pas affiché le L parce que le L permettait, c'était juste pour signaler à l'ordinateur. Donc, nous allons passer à autre chose. On a pris les int, les chars, les longues. Donc, nous allons, c'est à vous. Je vous mettrai tous les liens de ces sites pour pouvoir apprendre encore plus de choses. Il y a aussi ce truc-là qui attire un peu l'attention, qui est le type boolean. Les types booléens, qui n'admet que deux valeurs possibles. Le true et le false. Le true, c'est pour le 1 et le false, c'est pour le 0. Donc, si par exemple, je veux déclarer un type boolean, je vais enlever ça. Vous allez remarquer quelque chose de très important par rapport aux bibliothèques. Si par exemple je veux faire appel à à créer une variable type boolean, je mettrai bool. Je vais donner un nom à notre variable. Je peux l'appeler par exemple vérité, comme ceci, et qui sera égal à true ou false. On écrit en anglais true ou false. Donc, imaginons que je veux le remplir une valeur, je mettrai true par exemple, point virgule, et je m'aimerais afficher ça. Je mets à l'intérieur ici pourcentage D, comme ceci,
et virgule ici, je mettrai vérité. CTRL C ici, je mets V. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas fonctionner. Vous voyez? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Parce que ce type bool n'est pas contenu dans notre bibliothèque Studio. Il a une bibliothèque qui est propre à lui. Nous allons le découvrir tout juste. Quand je mettrai Studio, je fais include Studio et puis ici je dois mettre bool pour lui dire que voici, nous voulons utiliser le bool. Comment je peux expliquer ça? Donc là on veut utiliser une variable de type bool, mais le type bool n'est pas contenu dans Studio. Il a une bibliothèque qui est propre à lui. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la bibliothèque qui contient ce bool. Vous verrez que quand je vais compiler, il va fonctionner, il va m'afficher 1. Pourquoi 1? Parce que je venais de l'expliquer tout juste après que le true c'est pour le 1. Imaginons que je mets false ici pour dire faux, comme ceci. Là, je vais fermer. Quand je vais compiler, vous verrez que il me dira 0, il mettra 0. Donc c'est en quelque sorte ça ce qu'on devait apprendre comme de manière pragmatique. C'est variable. Donc nous allons passer maintenant à autre chose de plus utile, de très important, qui est la récupération des données saisies au clavier. Là par exemple, il s'agit de donner à l'utilisateur l'accès à votre programme. Si par exemple, on peut prendre un exemple. Donc, on va écrire un programme qui va demander à l'utilisateur quel est votre âge. L'utilisateur va donner son âge, 15 ans par exemple, et le programme va lui répondre: félicitations, votre âge est 15 ans. Pour cela, on écrira printf. Entre crochets, on dit quel est votre âge. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Ici on met point virgule. On peut compiler ici. On peut voir quel est votre âge. L'utilisateur doit maintenant saisir son âge. Là on va utiliser quel type de variable d'après vous pour stocker l'âge de l'utilisateur? On va utiliser un int. Donc int, on va le nommer âge, qui serait égal, on ne va pas le donner, on va pas le remplir, mais on va laisser à l'utilisateur de donner l'âge lui-même. Donc j'ai créé la variable int, on peut le mettre tout juste même en haut, c'est préférable. Ici, c'est recommandable, je voulais dire. Et ici, on va mettre la commande qui nous permet de récupérer la saisie du clavier qui est scanf. De griffe ici. Ici, on mettra le type de variable qu'on veut recevoir. Donc, il s'agit du type int. Donc, dans ce cas, on mettra un pourcentage d. Et virgule ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On mettra ce E. Ce E qui nous permet de pointer sur l'adresse et de le remplir à cette adresse-là. Donc, on mettra âge. Et il faut mettre point virgule. Attention de ne pas oublier de mettre les points virgules qui sont des trucs très importants. Donc, on va maintenant afficher printf. On met ici bravo. Bravo. Vous êtes âgé de pourcentage D. Ici, on mettra virgule et âge. Et à la fin, ici, qu'est-ce qu'on met? Point virgule. Je vais compiler.
quel est votre âge. Ici, on doit écrire notre âge. Je mets par exemple 27. Quand je compile, bravo, vous êtes âgé de 27. Si on veut ajouter on peut mettre si, ça ne dérange pas. 27 ans, comme ceci. Je compile. On peut remarquer, vous êtes de quel âge. Je mets par exemple 32. Quand je compile, bravo, vous êtes âgé de 32 ans. Donc, c'est en quelque sorte ça, comment on fait pour récupérer les variables, pour récupérer la saisie de récupérer les valeurs saisies au clavier. Donc, on va prendre par exemple un caractère. On va déclarer un type caractère. On met par exemple ici lettre. Vous voyez déjà d'où je veux en venir. On veut déclarer un char. Une variable de type char qui va prendre la lettre de l'utilisateur. On peut dire quelle est votre lettre favori. Et là, il va recevoir un type char, c'est-à-dire pourcentage C. Et ici, on mettra l'adresse de là où il doit stocker ce que l'utilisateur a saisi. Et ici, on va essayer de l'afficher, CTRL-C. Et on mettra ici lettre, CTRL-V. On doit modifier notre message. Bravo, votre lettre préférée. Voilà. Comme ceci. Votre lettre favori. Favori est pourcentage C. Quand je compile, qu'est-ce qu'on remarque? Quelle est votre lettre favori? L'utilisateur va saisir le M par exemple. Quand je compile, bravo, votre lettre favori est M. Donc vous l'aurez déjà compris. C'est comme ça que on fait la saisie, on fait pour récupérer les données saisies au clavier. Donc nous allons passer aux choses qui sont vraiment sérieuses, qui sont les conditions. On va enlever tout ça. Donc il existe combien de conditions? Il existe plusieurs types de conditions. Donc nous aurons les conditions simples, c'est-à-dire les if, donc qui signifie si, comme dans la vie quotidienne. Si tu ne fais pas ceci, c'est en quelque sorte ça dans la programmation. Donc on peut comprendre ça. Dès qu'on voit les conditions, on peut comprendre que la programmation, c'est une question de logique. Donc si l'utilisateur saisit une valeur qui est différente de ce que nous on veut, fait ceci. Au cas contraire, agit cela. Donc c'est au cas contraire là, on l'appelle else, qui est sinon. Donc si ici, il est suivi des griffes comme ça, et puis on ouvre les accolades et on ferme les accolades. Le else vient toujours après le if, comme ceci pour ne pas trop le rendre difficile. Et puis ici, on a les accolades. Donc, voilà comment se présente un if. Ici, c'est là où on met notre condition. Si, condition, la instruction. Donc, ici, on met la condition. Ici, notre instruction. Et si la condition qu'on lui a demandé est vérifiée, s'il constate que cette condition est différente, ou bien est différente, il va passer directement à sinon. Donc la condition vérifie quelque chose. Si cette chose-là est vérifiée, il va maintenant choisir, il va voir si la condition vérifiée correspond, il va faire cette instruction. Mais s'il ne correspond pas, il va passer à else, qui veut dire au cas contraire, qui signifie sinon. Ce sont des mots anglais. Et au milieu de if et de else, il y a le else if. Donc ici, comme ceci, on peut mettre else comme ceci, et puis on met un if comme cela, et
on ouvre encore ici les griffes comme cela. Donc voilà la chaîne vraiment la chaîne principale du if, le secret du if. Ici on a la condition aussi. Je peux copier ici pour juste expliquer. Je mets ici CTRL V. Donc cela signifie quoi? Ça signifie que si cette condition est vraie, fait cette instruction. Sinon si cette instruction n'est pas vraie, il va venir ici. Sinon, si cette condition là est vraie, il va lui donner cette instruction ici. Mais si l'instruction ici aussi n'est pas vraie, il va passer au cas contraire. Les deux, else if et else, ne peuvent pas être écrits séparément de if. Donc c'est le if qui peut être écrit sans dépendre de ces autres là. Donc on a une condition if. Sinon on a tous ces autres là. Et le else if ne dépend aussi que de if. Donc on ne peut pas écrire déjà sinon si sans utiliser le if. Donc c'est la première des conditions, la base qui est le if. Et puis on a d'autres types de conditions. Mis à part des if, on a les switch. Voilà, voici comment il s'écrit. Switch, comme ceci, switch. Et ici, là, il y a une vérification à faire. Ici, à l'intérieur, ici, il doit comment on appelle, il récupère la valeur. Donc, on peut mettre ici valeur. Ici, on met case 0 par exemple, 2 points, suivi de virgule, case 1, 2 points, suivi de point virgule, excusez-moi. Donc, imaginons que par exemple on déclarait une variable. Que fait le switch? Le switch il vérifie la valeur de cette variable là que l'on a déclarée. Si l'on lui a donné une valeur, si la valeur qu'on a donnée à notre variable du type quelconque est par exemple 0, il va ramener directement, il va faire exécuter la case 0. Si par exemple l'autre valeur envoie 1, il va l'emmener dans la case 0. Dans la case 1. Excusez-moi, dans la case 1. Donc, si par exemple il envoyait la valeur 0, imaginons que valeur était égale à 0, comme ceci. Directement, il y aura la case 0. Ensuite, il passera à la case 1 jusqu'à toutes les autres cases, jusqu'à case 10. S'il y a 10 cases, d'une manière hiérarchique. Mais si l'on souhaite maintenant, après avoir exécuté ce qui se trouve dans la case 0 et ne pas passer dans les autres cases, on aura tout justement à mettre ici break, qui signifie bloc, bloquer. Donc il va bloquer et passer dans l'autre case. On mettra ça dans tous les cases, comme ceci. Donc nous allons les utiliser lors de notre TP. Toutes ces choses-là. Donc, nous allons maintenant voir la condition ternaire. Une condition ternaire, comment on l'appelle? Je ne sais pas si c'est variable ternaire. Voilà, je pense bien c'est des variables ternaires. Non, c'est des conditions ternaires. Imaginons par exemple qu'on a int ici, qui est égal à d. On met par exemple int d, on introduit la valeur 45 et on crée encore notre int, on met, quand on appellera g par exemple, qui est égal à 80, point virgule. On peut aussi prendre tout ça, on met ici virgule et v et enlever ça, ça revient au même, hein, ça va fonctionner aussi. Donc on crée aussi notre variable ici, int ici,
qu'on va appeler max par exemple, point virgule. Maintenant, c'est quoi la condition ternaire? La condition ternaire, c'est une condition qui vérifie, j'ai enlevé le point virgule ici, c'est une condition qui permet d'attribuer une valeur à une variable par vérification. On va le voir. Si par exemple, j'aimerais remplir max avec la valeur qui est la plus grande parmi les deux, qu'est-ce que je fais? Je mettrai juste ici égal. Je ouvre les accolades. Ici, je mettrai D strictement inférieur à G. Et puis ici, je mettrai point d'interrogation. Ici, je vais mettre G. Deux points. Je mettrai ici D. Et voilà notre condition ternaire. Je vais l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ici, il est en train de vérifier si D est strictement inférieur à G. Donc, si D est strictement inférieur à G, il va attribuer, si ici nous renvoie vrai, c'est-à-dire true, il va lui donner la première valeur se trouvant après le point d'interrogation. Mais si c'est un cas contraire, c'est-à-dire retourne false, il va lui donner D. Nous allons le vérifier. On veut afficher par exemple le max. Je mets pourcentage ici, pourcentage D, vu qu'il s'agit de type int, virgule ici, et je mets ici max. Comme ceci. Et point virgule. Si je ne mets pas le point virgule, regardez vous-même, quand j'essaie de compiler, il y a des erreurs. Mais il faut mettre toujours des points virgule. Là, il va nous afficher la valeur la plus grande entre les deux variables D et G qu'on a déclaré ici. D, on sait bien exactement, il est égal à 45 et G est égal à 80. On peut remarquer qu'entre les deux, la valeur la plus grande, c'est celui de G qui est 80. Donc, j'avais dit que ici il vérifie le plus grand. Donc, D, il dit si D est inférieur à G, donne lui la valeur de G. Mais au cas contraire, donne-lui la valeur de D. Donc, on sait déjà que le plus grand entre 45 et 80, c'est 80. Donc, il va lui donner forcément ce G. On peut vérifier quand on essaie d'afficher le contenu de max. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On peut remarquer qu'il nous affiche bel et bien 80. Donc, il a vérifié et il lui a attribué la valeur. Donc, bref, c'est un peu ça ce qu'on peut expliquer d'une manière pragmatique. Les conditions, ils fonctionnent avec des symboles de comparaison. Par exemple, on a égal, égal, on a inférieur ou égal. Après inférieur, égal, on a supérieur ou égal. On a différent, on met point d'exclamation, égal. Donc différent, point d'exclamation comme ceci, différent. Donc c'est ça en quelque sorte, égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent. Je crois bien que ça y est sur le site. Le site dont je vous mettrai le lien dans la description. Là, on a quoi? Les variables. Là, les conditions. Voilà, ça y est. Si vous allez dans le site, vous cliquez ici, la partie conditions. Ici, test et conditions. Vous allez les remarquer là-bas. Donc, ce sont les types de symboles de comparaison utilisés dans les conditions. Par exemple, je mettrai ici if, ici la condition, if G est inférieur ou égal, comme ceci, à D. Donc, bref, vous comprenez déjà. On met ici et puis on lui donne les instructions possibles. Maintenant, on peut fusionner deux instructions à l'intérieur d'une seule condition. Plutôt deux conditions. On peut fusionner deux conditions à l'intérieur d'un if. Par exemple, on peut dire soit D est inférieur ou égal à 0 ou D est supérieur ou égal à 1. Pour faire cela, on fait juste, on utilise les symboles logiques ou et le et. Ce truc-là, c'est le et, ceci. Pour dire que ici, il y a une condition.
et donc ici, donc il doit vérifier forcément entre les deux. Il faut que les deux soient réalisés pour que l'instruction à l'intérieur de if puisse s'exécuter. Maintenant, le ou, c'est entre les deux, soit celui-là il a fonctionné, ou soit celui-là il a fonctionné. En quelque sorte, lui il nous renvoie deux portes, mais celui-là il fait passer les deux conditions dans une seule porte pour fonctionner. Donc nous allons voir maintenant cette fois-ci les boucles. Les différents types de boucles, on a la boucle for, on a la boucle while et la boucle do while. Premièrement, for, voilà comment il se présente. Ici, on donne une initialisation. Comme ceci. Initialisation de notre boucle ici. Et puis ici, on mettra la condition. La condition. Après la condition, qu'est-ce qu'on mettra par la suite? On mettra ici l'itérative. Itérative. Comme ceci. L'itérative. Et puis ici, quand vous le savez, l'instruction. Donc, c'est comme ça la boucle. Comment fonctionne la boucle for? La boucle for, c'est ça. L'initialisation ici, la condition et l'itérative. On peut faire un test. Donc, ça signifie que le programme va fonctionner va fonctionner au nombre de fois de ce que nous écrivons ici. De tout ce qu'on mettra ici comme condition, comme itérative en quelque sorte. On peut dire par exemple, écris-moi bonjour pendant 10 fois. Par exemple. Donc ici je vais mettre printf comme ceci. J'ouvre les griffes ici. Je vais dire écris-moi bonjour 10 fois. Je vais mettre ici bonjour. Comme ceci. Point d'interrogation. Point d'exclamation, excusez-moi. Point virgule à la fin. Je mets bonjour. Et ici, je vais dire pour i. Ou bien, je vais créer ici par exemple quoi? Qu'est-ce que je peux mettre ici par exemple? Je peux mettre ici int b par exemple. On lui met pas de valeur, on lui donne pas de valeur. Donc, je veux pas l'initialiser. Ici, je vais dire, je mettrai ici pour notre b ici qui est égal à 1. Je mettrai la condition ici. L'itératif d'abord pour qu'on puisse mieux comprendre. Pour b qui est égal à 1, b est égal à b lui-même plus 1. Et ici, je mettrai la condition tant que notre b est strictement inférieur à 11 pour arriver jusqu'à 10. Ou bien si je veux mettre 10 d'une autre manière, je mettrai inférieur ou égal à 10. Quand je vais compiler, je vais faire en sorte que ça ne s'affiche pas sur la même ligne. Donc pour cela, je mettrai un /n ici. Je compile. Qu'est-ce qu'on remarque? Il nous a affiché 10 fois bonjour. On peut compter, vous pouvez compter. Ça fait 10 bonjours. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça fait 5. 10 bonjour pendant 10 fois. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte, ça nous sert les boucles. Par exemple, on vous demande d'afficher la table de multiplication allant de la table de multiplication de 2, par exemple, jusqu'à 10 ou bien jusqu'à 12. On utilise ceci. Et si on souhaite voir l'évolution de notre b ici, de notre variable b, on peut mettre ici, disons là, je mets pourcentage d, comme ceci, pourcentage d. Après les griffes, je mets virgule b. Et là, il va nous compter les bonjours qu'on lui a demandé. On peut vous remarquer bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, jusqu'à bonjour. Et cliquer sur fichier sur ce compte 10. C'est très simple.
Maintenant, il y a une manière d'écrire plus simplement ceci. Déjà, si vous faites un programme et vous utilisez tout le temps ceci, on remarquera tout de suite que vous êtes un amateur. Donc, vous devez utiliser ceci. C'est beaucoup mieux. Vous mettez juste B++, qui est la même chose avec B qui est égal à B plus 1. On peut le tester. Vous voyez que notre programme fonctionne à merveille. Vous voyez? Si par exemple on veut décompter, on veut commencer à partir de 10 jusqu'à 1 par exemple. Donc on dit pour B qui est égal à 10, B est strictement supérieur, disons, à 1. B moins moins. Comme ceci. B moins moins. Qu'est-ce que je viens de lui dire? Je vais dire que pour 10, pour B allant de 10 jusqu'à 1, je veux qu'il s'arrête à 1. Donc je mettrai en haut égal à 1. B moins moins, c'est-à-dire qu'à partir de 10 jusqu'à fin des comptes, de 10 jusqu'à 1, comme ceci. Là, il va faire une décrémentation. Si on mettait plus, ça serait une incrémentation. Donc, on peut compiler pour voir ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Il a commencé de 10, 9 jusqu'à 1. Donc, c'est en quelque sorte ça. Comment fonctionne la boucle for? Tout simplement, tout banalement. Donc, on va utiliser notre boucle qui est la boucle while. Je vais enlever tout ça et remplacer for par la boucle while. While signifie tant que, c'est pas comme pour qui signifie, c'est pas comme for qui signifie pour. Là maintenant on a while qui signifie tant que. Donc on peut déjà remarquer à comment il fonctionne. Ici on met ici la condition tant que et on met la condition tant que B par exemple est strictement inférieur, disons, est strictement inférieur à 6, dis bonjour et affiche-moi B. Mais là, on peut remarquer que notre B n'évolue pas, il est constant, il n'a aucune valeur, il doit continuer à évoluer. Donc, dans ce cas, à l'intérieur même de la boucle, ici, on mettra B++. Vous savez déjà ce que ça signifie, B++. Donc, quand on va compiler, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que j'ai mis ici? Attendez, je vais compiler. Voilà, on peut voir 1, 2, 3, jusqu'à 6. Pourquoi jusqu'à 6? Et pourtant, je l'ai dit B strictement inférieur à 6. Eh bien, c'est ça la boucle while. La boucle while, il déborde toujours. Si par exemple, vous voulez qu'il s'arrête à 5, si vous voulez qu'il s'arrête à 5, ici, nous allons mettre 5. Donc, strictement inférieur à 5, mais il va aller jusqu'à 5. Regardez vous-même quand je compile, il s'arrête à 5 alors qu'on lui a dit strictement inférieur à 5. Et on peut remarquer que la première valeur normalement ça doit être 0 parce qu'on a dit pour B strictement inférieur continue à évoluer. La première valeur c'est 0. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là c'est 0, 0. Lorsqu'on fait plus 1, directement comme ça 1. Si on veut qu'il commence à 0, on doit initialiser ici notre B avec la valeur moins 1. Donc, ça commence de moins 1, 0 jusqu'à 1. Quand on va compiler, on verra qu'il va commencer de 0 jusqu'à 5. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça, le fonctionnement de la boucle while. Maintenant, c'est quoi la boucle do while? On va passer vite. Do while, en quelque sorte, permet d'exécuter. Voici comment il se présente. D'exécuter au moins la condition. Donc, ici, je vais mettre ici do. Voici comment il se présente. Ici, on met do. On ouvre les crochets comme ceci. Et à la fin, ici, on mettra while suivi de point virgule. Je peux ouvrir ici. Et c'est là se trouvera notre condition. Ici, condition. Et point virgule. Donc, ici, je peux mettre B++. C'est la même chose. On peut remarquer les boucles fonctionnent de la même façon. Leur but, c'est, ils ont le même but, mais chacun est différent, chacun est utile à sa manière. Par exemple, avec for, il fonctionne normalement. Pourquoi? Parce qu'on connaît le nombre d'itérations possibles. Mais avec la boucle while,
on ne connaît, on peut pas, on peut pas donner le nombre d'itératifs possible. Donc c'est en quelque sorte ça. Ici on veut mettre notre condition. Ici, tant que B est strictement inférieur à 10. On va compiler. On peut voir qu'il va nous aller jusqu'à 10 vu qu'il s'agit de la même famille. Les do while et while, ils ont un peu le même fonctionnement. Donc, après avoir appris toutes ces notions, on a appris, souvenez-vous, le fonctionnement du programme en langage C. On a appris les structures du code purement en langage C, l'affichage du texte, les commentaires. On a vu les variables, on est allé sur les sites, on a fait la récupération des valeurs, les conditions, les boucles. Maintenant là, on doit maintenant mettre en jeu tout ce que nous avons appris comme prérequis, comme connaissance en langage C en faisant un TP. Donc, si vous avez suivi ce tutoriel du début jusqu'à la fin, vous allez pouvoir passer avec moi ce travaux pratiques. Donc, il s'agit de réaliser une super calculatrice. Cette calculatrice sera fonctionner comment? On aura besoin d'une opération. On aura besoin en quelque sorte, cette calculatrice va nous permettre de faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc, on utilise ces symboles-là. La multiplication, on utilise étoile. La division, c'est le slash comme ça. Et on a tout ce qu'il faut. Donc, on doit faire l'addition, soustraction, multiplication, la division. Et qu'est-ce qui fait de cette calculatrice super? On aura aussi la possibilité d'afficher la table d'une multiplication d'un nombre donné. Donc là, une table plus une table, comme ceci, une table de multiplication. Une table de multiplication d'un nombre d'une variable donnée par l'utilisateur. Donc on créera un menu. On va créer un menu. L'utilisateur va donner il va choisir l'opération qu'il veut effectuer. Il va donner la valeur de la première variable, la valeur de la deuxième variable, et le programme va faire le calcul selon ce qu'il a choisi, et le programme va lui proposer par la suite: voulez-vous afficher une table de multiplication? Si l'utilisateur saisit 1 pour oui, donc le programme affichera la table de multiplication des nombres donnés par l'utilisateur. Donc dans la description, je mettrai mon adresse Gmail pour la chaîne, pour que vous puissiez m'envoyer les TP en question si vous les avez terminés. Ça me fera vraiment plaisir de les corriger. Donc on peut passer à l'exécution. Je viens tout juste de terminer mon programme, donc on va le tester ensemble avec vous.